Bonjour à tous. Il est 10h15, donc je crois qu'il est de coutume qu'on commence à l'heure à ProDurable. Je crois qu'il y a encore quelques personnes qui sont en train de se joindre, mais je vais commencer avec l'introduction de la session, puisqu'on veut essayer de conserver un temps de questions-réponses à la fin. Donc aussi, prenez le temps dans le déroulé de la session de noter vos questions éventuelles pour Jean-Baptiste de PwC et moi-même, côté SAP. Donc, bienvenue, merci de vous joindre à nous pour cette session sur la thématique Omnibus. Quels enjeux et priorités pour les ETI? Donc, je pense que je n'ai plus à introduire la notion d'omnibus et l'impact réglementaire que ça a pour les ETI et le bouleversement réglementaire que ça représente, mais aussi la période d'incertitude dans laquelle cette période et ces changements réglementaires un petit peu de dernière minute viennent placer les ETI, avec un cadre réglementaire qui s'accroît sur certains aspects, mais se simplifie par ailleurs sur des enjeux plutôt reporting ESG, mais qui se complexifie sur d'autres dimensions. Donc c'est un petit peu ces différents changements de priorité qu'on va balayer aujourd'hui avec Jean-Baptiste Petit de PwC, que je vais laisser se présenter en quelques mots. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ravi d'être avec vous ce matin. Donc, Jean-Baptiste Petit, directeur dans les équipes développement durable de PwC. Ça fait bientôt 15 ans que je suis au sein de cette équipe sur des sujets notamment environnementaux, climat, économie circulaire, etc. Et aussi des sujets de reporting. Et depuis 2-3 ans, en particulier, sur les sujets de CSRD, on y reviendra par la suite. Et pour ma part, donc Paul Pellissier, je suis en charge des offres de durabilité pour SAP en Europe, notamment en particulier sur le segment ETI qu'on accompagne depuis plusieurs années. C'est une offre qui recouvre à la fois les enjeux de reporting ESG dont on parlera aujourd'hui, mais aussi des enjeux plus opérationnels, plus de comptabilité carbone granulaire et de traçabilité de la matière première, qui sont aussi des enjeux réglementaires à venir qui vont impacter les ETI. Donc dans le cadre de cette session autour des enjeux et priorités, Jean-Baptiste va dans quelques instants nous partager un décryptage de la vue de PwC sur le tournant reporting ESG pour les ETI comme une conséquence de Omnibus. Je partagerai ensuite dans un second volet finalement la nouvelle vague réglementaire avec EUDR, PPWR, CBAM, DPP et autres acronymes qui viennent finalement étendre ou disons redescendre à une maille plus granulaire les enjeux de reporting pour en faire finalement un objectif de reporting à une maille produit. Et donc quel changement de priorité du point de vue de l'outillage ça peut représenter pour des ETI quand on se projette dans un horizon de transformation plutôt 2030. Et puis ensuite, on partagera finalement les autres dimensions à prendre en compte en matière de durabilité qui, aujourd'hui, sur le segment ETI en particulier, c'est que ça constitue un vrai axe de compétitivité, notamment pour se différencier auprès de grands groupes pour lesquels la CSRD est déjà en vigueur, les trajectoires SBTI sont plus que particulièrement imposées sur la dimension Scope 3 et donc viennent impacter des fournisseurs du segment ETI. Et puis ensuite, on parlera des next steps, en fait. Quelles prochaines étapes, comment construire une trajectoire ESG et durabilité qui soit robuste, avec notamment une illustration de l'approche intégrée que propose SAP pour les clients du segment ETI. Je laisse maintenant la main à Jean-Baptiste pour nous guider dans ce décryptage du tournant de reporting ESG Omnibus. Alors effectivement, donc, comme l'intitulé l'indique, on va commencer par faire un point sur Omnibus. Où est-ce qu'on en est sur cette réglementation? Donc un point tout frais sur le décryptage de cette réglementation qui est mouvante dans un contexte géopolitique mouvant, incertain, notamment en ce moment. Donc voilà, faire le point là-dessus. Donc pourquoi Omnibus? Comme je l'ai dit, on est dans un contexte géopolitique qui est mouvant. L'objectif de l'Union européenne, c'était de redonner de la compétitivité aux entreprises avec plusieurs domaines d'action. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais notamment un domaine d'action qui est de simplifier les réglementations, notamment en termes de reporting. Donc, que ce soit la CSRD, la taxonomie, aussi la CS3D sur la partie devoir de vigilance. Donc avec deux objectifs très concrets qui étaient de retirer une grande partie des entreprises qui étaient soumises avec la réglementation actuelle à cette réglementation-là, et aussi de simplifier les exigences en termes de contenu,
donc les fameuses ESRS, j'y reviendrai, en termes de contenu demandé auprès des entreprises. Concrètement, vous en avez peut-être entendu parler, on a les entreprises de vague 1, qui sont notamment les grandes entreprises cotées, qui, elles, sont déjà soumises, ont déjà fait leur premier reporting sur l'exercice fiscal 2024. Et pour elles, Omnibus, ça va être de simplifier le contenu, mais pas tellement de changements en termes de timing d'obligation. Par contre, pour les entreprises de vague 2, qui sont notamment, entre autres, les ETI, 2 années de plus ont été données aux entreprises pour se préparer à cette obligation-là. Donc, un timing supplémentaire et aussi, on le verra après, des simplifications en termes de ce qui est demandé auprès des entreprises. Donc, aujourd'hui, où on en est d'Omnibus? Donc, il y a des points qui sont applicables, qui concernent notamment les entreprises de vague 1, mais aussi ce délai supplémentaire pour les entreprises de vague 2, donc le fameux Stop the Clock, et aussi des éléments qui sont non applicables, et je vais y revenir. Donc la directive Stop the Clock, qui, elle, a voulu donner plus de temps, finalement, aux entreprises, notamment de vague 2, mais aussi aux entreprises de vague 1 sur certains sujets très spécifiques, des mesures qu'on appelle transitoires, sur lesquelles elles vont avoir finalement plus de temps pour se conformer à ces obligations-là. Ensuite, des actes délégués quick fix qui simplifient certains éléments des ESRS, mais ça impacte surtout les entreprises de vague 1. Aussi la partie taxonomie, encore une fois plutôt pour les entreprises de vague 1. Et aussi des recommandations qui ont été émises par l'Union européenne sur les entreprises de très petite taille, donc plutôt PME, sur des guidelines pour leur reporting volontaire. Et ensuite, vous avez des éléments qui sont aujourd'hui pas définitifs, et je vais y revenir, sur la partie directive content, qui va impacter le scope des entreprises qui vont être soumises à cette réglementation, et la simplification des standards. Donc, qu'est-ce qui va être demandé aux entreprises en termes de reporting? Donc ça, c'est encore des projets en cours. Donc, si je reviens là-dessus, sur la partie content, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est encore une fois pas définitif. Il y a différentes versions suivant le Conseil, le Parlement, la Commission européenne, et rien ne sera définitif avant courant 2026, quand ces 3 instances, donc le Conseil, la Commission et le Parlement, se seront mis d'accord sur les seuils applicables aux entreprises de vague 2. Donc vous voyez qu'il y a différents scénarios qui vont de 1000 salariés à 3000 salariés, là où on était avant beaucoup plus bas avec 250 salariés, et aussi sur les chiffres d'affaires, où on va de 50 millions à 450 millions. Donc vous voyez différents scénarios. Aujourd'hui, encore une fois, ce n'est pas définitif. Et on attendra ce trilogue début 2026 pour avoir une vision finalement définitive. Un point aussi important à avoir en tête, que vous voyez en bas de la slide, c'est concernant les possibilités d'exemption, puisqu'il y a une discussion encore en cours, et qui est encore une fois temporaire, enfin pas définitive pour le moment, c'est d'exempter les entreprises qui seraient quand même cotées, mais au sein d'une maison mère qui elle-même est soumise et fait son reporting. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça peut vouloir dire que des ETI qui seraient cotées sur les marchés dette ou equity pourraient être exemptées si elles sont elles-mêmes au sein d'un groupe qui reporte et est soumis à la CSRD. Encore une fois, c'est des discussions et ce n'est pas définitif, mais avoir en tête et suivre ce point-là important, notamment pour les ETI qui seraient cotés. Concernant la simplification des ESRS, alors vous voyez plein de chiffres sur la slide. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup d'obligations qui vont être supprimées, simplifiées. Le moins 68% que vous voyez, il faut le prendre avec des pincettes, parce que c'est moins 68% dans l'absolu de data points, mais il y a vraiment une variété de data points. Certains sont beaucoup plus compliqués à mettre en œuvre. Donc ce n'est pas parce qu'on réduit de 68% les data points que ça réduit de 68% l'effort. Parce que certains data points qui restent peuvent être parfois compliqués à mettre en œuvre ou en tout cas à rendre plus robustes, comme le bilan carbone sur l'ensemble des scopes par exemple. Et aussi, l'ensemble des entreprises n'étaient pas soumises aux 1200 data points jusqu'à présent parce que certains sujets n'étaient pas forcément matériels. Donc il y a certains des data points qui ne sont pas applicables suivant le secteur d'activité par exemple de l'entreprise. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que tout ce qui va être volontaire dans les ES complètement disparaître. On va rester ce qui est vraiment purement obligatoire. Tout ce qui va être aussi modèle obligatoire en termes de template de reporting va être supprimé. Donc vraiment une volonté de simplification de ce qui est dans ces standards. Et en termes de simplification, on a 6 principaux leviers. Je ne vais pas rentrer dans le détail complet de tout ce qu'il y a dedans. Mais globalement, un levier sur la double matérialité qui va être rendu plus pragmatique sur l'exercice de double matérialité. Un deuxième levier qui est la lisibilité des standards
Et aussi éviter les doublons qu'il peut y avoir entre les standards, parce qu'il peut y avoir certains doublons, certains éléments vont être rapatriés de façon commune dans le SRS2 qui est général. Donc la vraie volonté de préciser aussi des définitions, de simplifier les data points et de donner une plus grande clarté des éléments qui sont attendus. Enfin, certains allègements en termes de périmètre de reporting où les entreprises auront la possibilité d'avoir plus de temps pour intégrer dans le reporting les acquisitions qu'elles peuvent faire au cours du temps. Et aussi un autre exemple qui concerne certaines activités qui seront non matérielles pour le groupe, où là, les indicateurs et le reporting peut être optionnel, en justifiant évidemment la non-matérialité de ces activités. Et puis un sixième levier, mais je ne vais pas rentrer en détail, qui concerne l'interopérabilité avec certains autres standards comme ISSB, etc. Donc, en synthèse, qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises de vague 2 qui concernent notamment beaucoup des ETI? 2 années de plus pour se préparer, où on aura une obligation en 2028 sur l'exercice 2027. Au cours de ces 2 années, les entreprises peuvent choisir de faire un reporting volontaire. On verra par la suite que certaines entreprises continuent malgré le fait que ça a été reporté, étant donné les attentes de parties prenantes, par exemple comme les investisseurs. Donc un reporting volontaire possible, soit en se basant sur les ECRS tels qu'ils sont aujourd'hui, pour celles qui sont très volontaires, soit sur les ESRS draft tels qu'ils sont aujourd'hui en termes de simplification, ou alors à travers les indicateurs propres à l'entreprise et le référentiel propre à l'entreprise qu'elles devront justifier et suivre avant de se mettre en conformité dans les 2 prochaines années. Et sur la partie taxonomie, pareil, les entreprises auront 2 années de plus pour reporter sur ces éléments-là. Merci Jean-Baptiste. Donc je pense que maintenant qu'on a vu ce tour d'horizon des implications omnibus quant à la thématique du reporting ESG, il est intéressant de regarder un petit peu cette roadmap, pas pour regarder chacun des jalons dans le détail, mais plutôt pour voir finalement sur un certain nombre de secteurs d'activité. Donc là on est plutôt par verticale industrielle, sectorielle. On va retrouver des impacts réglementaires là aussi de l'Union européenne, qui font aussi partie, en tout cas historiquement, du Green Deal européen qui a été annoncé il y a quelques années, qui ont aussi en partie été impactés par Omnibus, mais finalement dont en substance l'essentiel des exigences demeure pour le coup. Donc il y a éventuellement des changements de scope, des délais complémentaires qui sont considérés, notamment sur la thématique IUDR sur laquelle on va revenir, donc sur la déforestation, puisque là a été proposé à nouveau un décalage d'1 an. Mais malgré tout, là où je voulais mettre l'emphase, c'est que finalement, on a 4 réglementations ici illustrées qui chacune appellent à déployer des systèmes de traçabilité de la matière première, de collecte de données RSE sur la supply chain et de données d'origine produit, de données de performance environnementale sur l'ensemble de la chaîne de valeur et d'être capable de les remonter dans un format qui est imposé par la réglementation et très souvent en intégration avec une plateforme là aussi suggérée par la réglementation. Donc là, on est dans un vrai enjeu de transformation qui va non seulement impacter les ETI et les équipes RSE et durabilité des ETI, mais finalement impacter les fonctions achat, finance, supply chain de ces ETI. Et la question, c'est comment est-ce qu'on les anticipe correctement en tant que responsable durabilité pour s'assurer qu'on ait bien un plan qui anticipe cet ensemble de réglementations d'une manière à valoriser les points de synergie qu'on peut trouver entre chacune d'elles et aussi à aller en tirer un business case potentiel. Puisqu'en fait, tous ces attributs de durabilité qu'on va devoir collecter sur ces différents produits, en fait, à la maille produit, on va peut-être aussi pouvoir, et ce sera l'objet de notre 3e partie, en tirer un bénéfice auprès des clients en partageant, en utilisant ces efforts de reporting à des fins de différenciation pour montrer de manière auditable comment est-ce qu'on se différencie dans notre fournisseur avec une empreinte carbone qui soit moindre et avec finalement un produit qui est plus avancé que l'exigence réglementaire, puisque maintenant on sait consolider cette donnée. Donc pour entrer dans le détail, on a le Carbon Border Adjustment Mechanism, qui est donc le mécanisme qui introduit une tarification carbone aux frontières de l'Union européenne, dont la visée est finalement
d'harmoniser ce qui a déjà été déployé en Union européenne depuis plusieurs années, à savoir donc le marché quota crédit des émissions, qui finalement, en l'état, posait un problème de concurrence pour les entreprises européennes versus les entreprises hors marché Union européenne, puisqu'il y avait un surcoût à l'émission quand le produit était produit sur le marché européen, et il n'y avait pas ce surcoût pour les produits importés. Donc c'est finalement venir réintroduire une logique équivalente entre produits du marché européen et produits extérieurs au marché européen. Et en fait, ce qu'on constate en termes de dynamique, c'est que la logique des quotas crédit émission, elle est aujourd'hui déployée ou considérée dans 70 pays à travers le monde. Et on a aussi des équivalents au CBAM, un petit peu dans la vague, disons, de protectionnisme qui est en train d'émerger partout dans le monde. Il y a un protectionnisme lié au carbone qui est en train d'émerger avec le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, à voir ce qu'il en restera, d'un point de vue de cette démarche réglementaire, le Japon, qui sont aussi en train de considérer des mécanismes équivalents au CBAM pour leur propre marché. Ce qui fait qu'on va avoir pour les entreprises européennes deux enjeux. En fait, l'enjeu de reporter au CBAM en tant qu'organisation importatrice de ces matières qui sont dans le périmètre du CBAM. Donc il s'agit de collecter idéalement une empreinte carbone fournisseur pour réduire le plus possible l'exposition à ces taxes carbone, à ce coût carbone. Il s'agit de produire les certificats correspondant à une maille transactionnelle, les reporter sur la plateforme de l'UE et maintenir en rapport à jour, en plus d'acheter les certificats, les crédits carbone correspondants. Et puis ensuite intégrer dans la comptabilité cette nouvelle liability que va représenter ce nouveau passif que va représenter le carbone. Donc il y a tout cet enjeu de transformation pour les opérateurs européens qui importent des matières qui rentrent dans le périmètre du CBAM en Union européenne, et inversement, les entreprises qui produisent en Union européenne et qui exporteraient à destination de ces marchés qui prévoient aussi des initiatives équivalentes vont devoir affiner le calcul de leur empreinte carbone produit pour être sûr de maintenir à jour cette opportunité de compétitivité sur l'axe carbone qui est donné par ces initiatives similaires au CBAM. Aujourd'hui, le champ d'application du CBAM reste assez restreint, mais couvre plus de 50% des émissions Union européenne. On va avoir le fer, l'acier, ses dérivés, l'aluminium, l'hydrogène, le ciment, les engrais, l'électricité. Il est prévu à un horizon, je crois, 2028, d'étendre à l'ensemble des produits qui sont déjà dans le scope des quotas crédits émissions de l'Union européenne. Mais finalement, cette illustration avec le CBAM est une illustration d'une dynamique plus large qui impose finalement de travailler à la maille produit. Dans la même veine, on va retrouver la réglementation EUDR, sur cette fois-ci un autre versant industriel, mais typiquement un industriel automobile va être impacté probablement par les deux thématiques. On va retrouver une exigence autour des métaux utilisés un impact avec le CBAM et un impact avec les EUDR pour les matières type caoutchouc qui vont être à destination du marché automobile. Donc on va avoir certaines verticales industrielles qui vont avoir à reporter à plusieurs de ces réglementations. Pour donner une autre illustration ici, donc avec l'EUDR, sans parler de la chronologie qui est aujourd'hui en question, il se trouve que de la même manière que le CBAM, ce n'est pas un critère de taille qui vient décider, c'est un critère d'émission ou un critère de matière concernée. À part, effectivement, pour le segment PME, il y a une deadline qui est légèrement décalée à 6 mois. Mais in fine, l'impact pour les ETI est le même que pour les grands groupes, avec une complexité différente qui est que c'est quand même un effort de déploiement conséquent pour une ETI qu'il s'agit d'anticiper et pour lequel il faut maximiser sa capacité à l'anticiper dans une manière qui vienne prendre en compte l'ensemble des réglementations pour éviter de faire deux fois le même travail, de déployer un système de traçabilité comme celui du CBAM ou comme celui du EUDR. Donc nous, c'est des thématiques qu'on approche de la même manière d'un point de vue solution, avec une gestion des certificats, une collaboration avec les fournisseurs pour collecter les données d'origine et les reporter sur les plateformes de l'Union européenne. Pour illustrer rapidement ce que demande EUDR, sans rentrer trop dans le détail, il y a plusieurs volets. Il y a un premier volet qui va être de collecter de l'information qui est plutôt de l'ordre de la donnée fournisseur, donc un master data fournisseur, où est-ce que ce fournisseur opère, quelles sont ses coordonnées géographiques d'origine de matières premières qu'il m'échange, donc café, parmi lesquelles café, cacao, soja, bois, huile de palme, caoutchouc, matières bovines
et tous leurs dérivés. Donc on ne parle pas seulement des matières premières, on parle aussi de tous les produits qui contiendraient ces matières-là. Et donc auprès de ces fournisseurs, il faut collecter ces données-là d'origine pour aller produire l'ADDS, donc le certificat d'origine à publier sur la plateforme de l'Union européenne. Donc ça, c'est pour le premier importeur en UE, et ensuite pour les maillons de la chaîne de valeur qui suivraient, qui hériteraient cette fois d'un produit qui contient ces matières, mais qui est déjà présent sur le marché européen et acheté depuis le marché européen. Il s'agit d'hériter du numéro de DDS qui contient toutes ces informations, et ensuite de le faire évoluer jusqu'à générer un certificat après transformation de ce produit intermédiaire en produit fini, et ainsi de suite sur la chaîne de valeur. Donc il y a un vrai sujet de traçabilité de bout en bout à savoir déployer avec UDR, un petit peu de la même logique que sur le CBAM. Sur une autre thématique, mais qui là encore vient appeler à une traçabilité produit et à finalement déporter la responsabilité des enjeux de durabilité, de performance de durabilité dans les fonctions métiers. Là, on était sur la partie plutôt supply chain, plutôt achat. Là, on va être sur une partie à la fois supply chain, mais aussi design produit, où il va s'agir avec le EU PPWR, qui est un petit peu la continuité des réglementations EPR, plastic tax qu'on peut voir sur la thématique emballage un petit peu fleurir partout en Union européenne, mais pas de manière harmonisée. Là, la vocation va être d'une part de l'harmoniser un petit peu, mais aussi d'imposer à l'échelle européenne des objectifs de conformité, de taux de recyclabilité, de compostabilité et des règles de design avec des jalons jusqu'à 2040 qui vont accélérer en fait les exigences sur cette thématique emballage. Et parmi ces exigences, il y a l'obligation de reporter en fait, sur ce qui est contenu dans les packaging. Et cette obligation, elle pèse sur 500 000 entreprises en Union européenne. Donc ça impacte évidemment aussi les ETI, que les ETI concernés soient des marques, des fabricants d'emballage, des importateurs et distributeurs ou des commerçants. L'ensemble de ces entreprises sont concernées par la réglementation PPWR, qui est là encore une illustration de la dynamique réglementaire européenne à un horizon un peu plus lointain que la problématique reporting ESG dont on parlait, et qui appelle à peut-être prendre le temps de revoir la stratégie globale de la gestion de la donnée de durabilité dans l'organisation, et particulièrement pour les ETI qui ont tout intérêt à disons, ne pas siloter ces projets-là, tant l'enjeu de transformation est important. Dernière illustration avec le Digital Product Passport. Donc là, il y a une illustration, vous pouvez scanner le QR code pour les curieux, avec le passeport digital des batteries sur lequel SAP a déjà produit un premier pilote et a vocation à outiller ce cas d'usage. Là, l'enjeu va être pour un certain nombre de produits que j'illustrerai juste après, de pouvoir agréger un grand nombre d'informations. Donc on peut presque apparenter ça à l'équivalent d'une CSRD à la maille produit, où en fait on a plein d'indicateurs à savoir rassembler, mais pas seulement des indicateurs, il y a aussi des seuils à respecter d'émissions, de consommation d'eau par typologie de produits qui sont concernés et qui vont être décrites dans ces DPP qui ne sont pas encore aujourd'hui toutes à un stade finalisé. Mais on a au moins la tendance. La tendance, c'est d'agréger des informations d'origine, de packaging, des données environnementales, des données de sécurité et des données de conformité. Et aussi des informations qui vont favoriser la recyclabilité, le réemploi des produits qui sont mis sur le marché. Et parmi ces produits, donc, c'est une timeline qui est sujet à changement assez fréquent, mais juste pour l'illustrer, quelques exemples de produits qui sont considérés à l'échéance 2030. On va avoir un grand nombre de produits chimiques, on va avoir des produits d'électroménager, textiles, habillements, chaussures, les pneus, évidemment les batteries. On va avoir aussi des produits intermédiaires, fer, acier, aluminium, qui vont être concernés par ces réglementations type DPP et impactés par le SPR, qui est le paquet réglementaire qui contient une partie de ces définitions Digital Product Passport. Et puis on va aller jusqu'à des Digital Product Passport très spécifiques, comme sur les matelas par exemple, où on va avoir des attentes spécifiques aux matelas. Donc voilà pour finalement ce tour d'horizon des réglementations, pour montrer un peu quel est l'enjeu à horizon 2030. Est-ce que finalement on parle que de CSRD? Est-ce qu'on parle que de reporting ESG à une maille entreprise? Ou est-ce que le délai qui est accordé par Omnibus n'est pas la possibilité de songer une stratégie outillage un peu plus large en anticipant l'ensemble de ces réglementations? Maintenant, je vais laisser Jean. Un point intéressant, c'est de voir que même dans des pays qui n'avaient pas transposé la CSRD, il y a
un tiers des entreprises qui ont quand même fait le choix de faire ce reporting de façon volontaire. Parce qu'elles y voient, et j'y reviendrai notamment sur le sujet des ETI, elles y voient un intérêt par rapport aux concurrents sur les autres pays, par rapport à un intérêt de compétitivité, et aussi vis-à-vis de leurs parties prenantes, notamment les investisseurs. Donc c'était intéressant de voir que dans 9 États membres où on n'a pas transposé, il y a quand même un tiers des entreprises qui ont fait le choix de quand même faire ce reporting-là. Et dans les entreprises de vague 2, donc j'ai accompagné plusieurs ETI sur le sujet de la CSRD, mais pas que, qui ont choisi de quand même continuer leur démarche, même si elles avaient 2 ans de plus. Et en fait, on s'est rendu compte d'ailleurs que 2 ans, finalement, c'était bien pour pouvoir faire les choses bien et sereinement, pour plusieurs raisons. Une première raison forte, que là, d'ailleurs ma cliente disait, c'est on peut, par exemple, dans des cycles de LBO, pouvoir valoriser ce qu'on fait auprès des investisseurs. Ça nous donne un cadre pour vraiment valoriser ce qu'on fait en matière de durabilité et faire le lien aussi avec la partie stratégie d'entreprise et business. Donc vraiment montrer aux investisseurs, déjà on anticipe la réglementation, les investisseurs qui regardent sur des cycles de 5-6 ans, de pouvoir leur dire, ben voilà, quand vous allez nous revendre ou quand vous allez investir, on sera déjà prêt et c'est de la valeur ajoutée pour vous. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est de pouvoir éclairer la vision stratégique des éléments de durabilité, puisque l'exercice de double matérialité, même s'il va être simplifié pour être plus pragmatique, va permettre de prioriser les sujets pour l'entreprise. Et donc c'est pour ça qu'on pense que même si les ETI ont 2 ans de plus, ça vaut le coup et ça reste pertinent de faire cet exercice-là pour voir sur quel sujet vraiment il faut que je priorise et il faut que j'aille dans les prochaines années, d'un point de vue d'impact et aussi d'un point de vue financier. Tout l'intérêt de la double matérialité, c'est de relier, d'avoir l'ambition de relier la durabilité avec la partie financière. Et on le voit de plus en plus, même nous au niveau de notre réseau, le pivot qui est en train de s'opérer autour des sujets de sustainability pour vraiment intégrer la partie business et plus être, on va dire, les RSE dans son coin, si je caricature, mais vraiment être un acteur clé au niveau du business. Un troisième point lié à ça, c'est de pouvoir renforcer les politiques ou les créer sur les sujets qui ont été identifiés comme prioritaires. Et on s'est rendu compte que les ETI qu'on accompagne se rendent compte que finalement, il y a certaines politiques, elles ont, mais enfin, de façon pas forcément formalisée, donc ça ne parle pas forcément, elles n'arrivent pas à communiquer dessus, à le valoriser. Et donc la CSRD, l'exercice de la CSRD leur permet de renforcer ces politiques et les actions qui sont menées par l'entreprise de façon cohérente avec la stratégie et pouvoir, par exemple, potentiellement se rendre compte qu'il y a certains sujets qui sont en fait pas si importants que ça et de pouvoir déprioriser pour aller sur ce qui est vraiment, vraiment important pour l'entreprise et ses parties prenantes. Et enfin, un quatrième aspect qui est peut-être plus long terme, mais c'est de pouvoir avoir une vision globale de la performance de l'entreprise en alliant l'aspect extra-financier et financier au niveau de la stratégie, comme j'ai dit précédemment, mais aussi au niveau des dashboards de pilotage qui vont être mis en place pour pouvoir parler à la RSE, mais aussi aux autres fonctions de l'entreprise, au CFO, au DG, etc. Donc on commence à avoir des projets avec des groupes OTI qui vont dans ce sens-là, d'aller allier les deux et de vraiment donner une vision globale de la performance de l'entreprise, avec derrière des impacts sur les process, sur les outils, sur l'organisation de l'entreprise, pour pouvoir mettre tout ça en musique. Donc il y a un vrai intérêt pour, en tout cas, les entreprises qui ont décidé de continuer en s'y prenant à l'avance, stratégique et en matière de performance, et voient vraiment une création de valeur auprès de leurs parties prenantes, notamment investisseurs, mais aussi, t'en parlais, auprès des clients, notamment en B2B, pour pouvoir être différenciant vis-à-vis de leurs clients par rapport à d'autres fournisseurs ou d'autres partenaires. Et un exemple concret qui montre que la donnée est vraiment au cœur de tout ça, sur la décarbonation. Aujourd'hui, on n'atteindra pas les objectifs si on n'a pas une donnée spécifique dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Pourquoi? En quelques chiffres clés. Alors, le chiffre en tant que tel, c'est pas ça l'important, mais une grande partie des multinationales aujourd'hui ont des objectifs non seulement de réduction à 2030, mais aussi net zéro à horizon long terme 2050. Et il se trouve qu'au sein de ces entreprises, donc 56%, enfin une grande majorité, n'est pas alignée avec leurs ambitions. C'est-à-dire qu'ils sont en retard par rapport à leur trajectoire
et par rapport à l'ambition qu'elle s'était fixée initialement, notamment sur le scope 3. Et on se rend compte que le scope 3, c'est une grande partie de l'empreinte carbone, donc autour de 80%, ça varie entre 65 et 95% suivant le secteur d'activité. Une grande partie de cette empreinte est sur le scope 3, donc sur la chaîne de valeur en amont et en aval. Et on se rend compte que sur ce scope 3, une large partie des données qui sont utilisées pour faire les calculs d'empreinte carbone sont des données très estimatives, très approximatives, des moyennes, notamment basées sur des ratios financiers qui sont très moyennés sur des secteurs d'activité. Et du coup, on se rend compte que ça va être difficile de piloter et de réduire si on a une donnée qui est si, on va dire, incertaine, avec un niveau d'incertitude important. D'où l'importance, et on le voit de plus en plus, notamment les grands groupes, qui poussent leurs fournisseurs et toute leur chaîne de valeur à leur transmettre de la donnée spécifique, donc spécifique à l'activité du fournisseur en question. D'où l'importance, et au-delà, encore une fois, de la conformité de la réglementation, pour les entreprises d'être en capacité de gérer cette donnée, de construire cette donnée pour pouvoir la transmettre à leurs clients et aux clients des clients. Effectivement, et je suis assez d'accord sur cet enjeu. Hein, un des premiers enjeux court terme hein, par rapport à tout ce qu'on partageait sur les échéances réglementaires à venir, pour les ETI, c'est de répondre aux attentes des clients autour de la donnée Scope 3. Les grands groupes ont vraiment l'essentiel de leur plan de réduction carbone qui dépend de ce Scope 3.1 et des achats de matières et de services, notamment auprès d'ETI. Et on a aujourd'hui une contrainte, un état de l'art en matière de partage de données carbone à la maille produit qui n'est pas à la hauteur de ces attentes que les grands groupes font porter déjà aujourd'hui sur les ETI. On a donc, en quelques mots, hein, ce statu quo où à la fois on n'a pas forcément une capacité à produire une empreinte carbone produit, encore moins un outillage pour la partager d'un fournisseur à l'autre. Et puis on a des calculs PCF qui sont silotés en fait, ou de l'empreinte carbone produit qui sont silotés, ou dans chacun de ces fournisseurs va faire soi-même son calcul PCF avec des estimations et sans forcément que les informations circulent de l'un à l'autre jusqu'à l'acheteur final. Ce qui présente un défi en fait, un défi pour produire un bilan carbone qui soit harmonisé en termes de proportion d'utilisation de données primaires. Pour piloter une trajectoire SBTI, il faut s'appuyer sur de la donnée fournisseur de sorte à piloter ces évolutions. Autrement, on est quand même grandement contraint dans les leviers de réduction sur lesquels on peut s'appuyer, ou en tout cas qu'on sait mesurer, si finalement la performance des fournisseurs, le gain en performance des fournisseurs ne sait être reflété dans notre reporting carbone en tant qu'entreprise qui cherche à s'aligner avec ces trajectoires de réduction. Et donc le défi qui se présente, c'est à la fois un enjeu de méthodologie, comment harmoniser ces empreintes carbone qui sont échangées, quels canaux de communication utiliser pour sortir de l'Excel, de l'envoi d'email aux fournisseurs avec des très longs questionnaires pour lesquels les personnes qui les reçoivent n'ont pas du tout la donnée puisqu'ils ne sont pas destinés aux bonnes personnes. Comment sortir de ce défi-là et de ces fournisseurs qui ne répondent pas à ces longs questionnaires qui leur sont envoyés. Eh bien, il y a un certain nombre d'organisations qui ont pris les devants. D'un point de vue méthodologie, il y a le Pact Framework qui a développé le cadre Pathfinder avec donc la contribution du WBCSD, donc le World Business Council for Sustainable Development, qui a produit une première version, une première méthodologie qui détaille à la fois les attributs et la manière de présenter une donnée carbone et de se l'échanger. Et puis on a en parallèle de ça des alliances sectorielles qui émergent pour rendre concret, pour rendre applicable cette méthodologie dans leur secteur et aussi pour la rendre opérable. Quel outil déployer pour que cette vision que je partageais du fournisseur de rang N jusqu'à l'acheteur final et finalement presque au consommateur puisse être déployée. Il faut un outillage et il faut une approche sectorielle. C'est en tout cas le constat qu'il se dresse dans le secteur automobile avec l'initiative Catena-X qui a vocation à couvrir d'autres cas d'usage que le partage de données carbone. Mais parmi les 10 premiers cas d'usage, le carbone est le cas d'usage principal d'adoption de l'initiative Catena-X.
où il s'agit donc de développer un standard, adopter le standard du WBCSD, l'appliquer au secteur automobile et ensuite définir la stratégie d'outillage de cet échange de carbone sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'automobile. Il y a la même initiative très similaire avec l'industrie de la chimie, avec Together for Sustainability. On a Catenax qui a fait des petits dans différents secteurs. On a Factory X, on a également Semicon X et un certain nombre d'équivalents dans des verticales industries un peu plus spécifiques qui viennent avec cette même ambition de tirer les leçons de Catenax, qui est encore en phase d'adoption évidemment, pour déployer des équivalents. Et ce de manière volontaire, ce de manière à anticiper le DPP, le Digital Product Passport et cette tendance dont on parlait dans la partie 2, mais pas seulement, aussi pour alimenter ces trajectoires de réduction CO2 et j'en passe. Et donc finalement, la cible, la vision en tout cas que porte SAP, mais que les initiatives comme Catenax proposent, c'est une chaîne de valeur dans laquelle on a un fournisseur qui reçoit une demande d'empreinte carbone d'une société A. Cette empreinte carbone est calculée de manière intégrée avec l'outil qui va ensuite l'envoyer à cette société A, qui va de même utiliser l'empreinte carbone du fournisseur dans son propre calcul d'empreinte carbone pour la transférer à son client final, qui utilise cette même plateforme pour lui demander l'empreinte carbone. Et ça, c'est finalement ce qu'outil Catenax, c'est le lien entre ces différentes sociétés. Et ce que outil SAP, c'est non seulement le lien entre ces différentes sociétés appliquées au cas d'usage Catenax, mais aussi ouvert à d'autres secteurs. Mais c'est aussi l'étape intermédiaire de calcul, comment valoriser ces empreintes carbone fournisseurs dans un calcul de l'empreinte carbone. Et donc la vocation des SAP, c'est bien de connecter la donnée de durabilité sur l'ensemble de la chaîne de valeur, et ce, d'une manière qui soit alignée avec ces différents frameworks dont on parlait, Together for Sustainability, Catenax, Factory X et les autres qui sont en train d'émerger. L'avantage dans tout ça, c'est que la plupart s'alignent avec les exigences WBCSD avec lesquelles on est déjà aligné, et d'outiller avec ce qu'on a appelé Sustainability Data Exchange, cette vision d'un échange de données carbone sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Pour arriver à ce stade, et pour anticiper en fait cette pression grandissante par secteur et que ces initiatives sectorielles font peser sur des fournisseurs peut-être plus ETI, moins matures sur la durabilité. Typiquement dans l'automobile, il y a beaucoup de fournisseurs qui sont plutôt segment ETI, qui doivent répondre à la pression imposée par les OEM, par les grands groupes automobiles, parce que ça devient un axe de compétitivité clairement établi. Et donc pour arriver à ce résultat, on outille finalement cet enjeu de collecter pour des fournisseurs automobiles de l'amont une donnée carbone granulaire du fournisseur et de l'intégrer à un calcul carbone qui est le même niveau de granularité, qui permet cette maille granulaire. Et pour le faire, on utilise la donnée ERP. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chaque transaction de l'ERP, chaque ordre d'achat, de production, de transport, et on va mettre en face un facteur d'émission qui, dans le scénario idéal, va être collecté auprès du fournisseur. Et on va ensuite réaliser un calcul de l'empreinte carbone à la maille de chaque transaction, qui va nous donner évidemment une capacité à analyser en profondeur notre empreinte carbone, de comprendre sur l'ensemble de nos flux de manière spécifique par site, par fournisseur, par groupe marchandises, par produit fini, l'empreinte carbone, et qui va nous permettre par là même, puisqu'on valorise la donnée transactionnelle ERP, qui par défaut en fait dans tous les systèmes ERP est déjà naturellement imputée vers une empreinte produit. On a naturellement, pour des questions de coût, de contrôle de coût de revient produit, ce lien qui est établi entre des commandes d'achat, entre des ordres de transport, des ordres de production et un produit fini pour des questions de contrôle de gestion. Ça, c'est une donnée de configuration qui est standard dans l'ERP. Et à partir de cette donnée standard configurée dans l'ERP, on va valoriser cette donnée-là pour l'appliquer à la thématique carbone. Et cette donnée très granulaire carbone qu'on va être capable de produire, on va l'intégrer dans l'ERP, dans les processus métiers, pour venir influencer les responsables achats, pour venir influencer les responsables logistiques et opérations dans leur prise de décision au quotidien dans l'ERP, pour que cette dimension CO2 soit bien prise en compte. Maintenant, cette vision que je présentais, elle a l'air de dépendre de la maturité de la chaîne de valeur amont pour collecter une empreinte carbone fournisseur qui soit suffisante. Maintenant, on est tout à fait conscient que ce n'est pas aujourd'hui l'état de l'art de la maturité de vos fournisseurs, notamment des fournisseurs ETI. Et donc, on a aussi à disposition une capacité d'aller chercher des facteurs d'émission qui soient plus macro, mais qu'on vienne appliquer quand même à cette maille-là transactionnelle par défaut, jusqu'à ce que la maturité des fournisseurs permette de collecter une empreinte carbone spécifique.
Et pour faciliter ce travail d'association à chaque flux achat vraiment détaillé d'un facteur d'émission, on a évidemment valorisé les fonctionnalités d'intelligence artificielle que développe SAP pour faciliter l'association de ces flux physiques, flux de marchandises, de transport, avec des estimations d'impact environnemental de base type celle d'EcoInvent, mais aussi celle de l'ADEME éventuellement, que vous pouvez tout à fait charger dans ce système-là de calcul carbone. Maintenant, la finalité, c'est déjà ce que je commençais à indiquer, c'est qu'on vient calculer une empreinte carbone très granulaire pour se préparer à ce qui arrive d'un point de vue réglementaire. Ce qui arrive d'un point de vue réglementaire, c'est réglementaire et compétitivité, c'est de donner des informations de durabilité, non seulement au groupe, mais aussi une information de durabilité produit, pour des besoins comme le CBAM, pour des besoins comme le DPP, pour des besoins comme les initiatives sectorielles type Catena X. Il faut être capable d'avoir cette information produit, mais il faut aussi, puisque ça devient un enjeu de compétitivité, et donc il y a un ROI, il y a un business case associé, et dans le cas du CBAM, il y a même un coût associé, il faut pouvoir l'insérer dans l'outil de pilotage financier. Et donc nous, ce qu'on produit, c'est une empreinte carbone sur des flux physiques qu'on vient ensuite publier dans la comptabilité financière des systèmes SAP, avec ce qu'on a appelé le Green Ledger. On vient reproduire le livre de compte SAP de comptabilité avec l'association à chaque centre de coût de la donnée financière. On vient déployer la même logique appliquée à la donnée carbone. Donc l'enjeu de notre point de vue, c'est d'être capable de piloter l'ensemble des impacts liés à la durabilité pour le reste des indicateurs de compétitivité de l'entreprise, notamment la performance financière. Et pour ce faire, c'est déporter la donnée de durabilité dans l'ensemble des flux et des espaces de décision, typiquement proposer à un acheteur de choisir une matière plus durable ou de comparer des offres en fonction du niveau de durabilité qui a été collecté ou calculé par notre plateforme. Voilà pour finalement comment on veut pour le segment ETI, et je précise que particulièrement pour le segment ETI, avoir cette approche qui anticipe en fait l'ensemble, qui propose une North Star, qui propose quelle est la vision 2030 que je cherche à construire pour éviter d'aller en silo, déployer cas d'usage par cas d'usage, une solution EUDR, il me faut une solution CSRD, il me faut une solution pour répondre à la demande de mes clients sur l'empreinte carbone produit. Non, la réalité, c'est que toutes ces réglementations sont amenées à se répondre. Peut-être que même il y aura des évolutions réglementaires pour travailler encore davantage ces synergies. C'est aussi la dynamique qu'on remarque dans Omnibus. En tout cas, tout ça appelle à une transformation qui appelle à une intégration dans les processus et à répartir les enjeux de durabilité sur l'ensemble des chaînes métiers de l'organisation. On va basculer maintenant dans la partie trajectoire et finalement quelles étapes à suivre pour avancer sur ces différents enjeux. Ouais, je vois que le temps file à toute allure, donc je vais aller vite, ça je vais passer. Donc c'est là où vous en soyez dans votre démarche. On pense que c'est important de continuer pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure en termes de vision vis-à-vis des parties prenantes, de compétitivité, de résilience aussi des business models, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Je disais 2 ans c'est beaucoup et en même temps c'est pas si important parce que ça permet d'avancer sur les choses de façon sereine en préparant par petites étapes. Comme je le disais récemment, donc on accompagne certaines ETI qui ont décidé de continuer dans leur démarche. Et on s'aperçoit que ces 2 années, c'est finalement bien pour commencer par la Doumaté, je répète, mais ça nous semble très important et pertinent pour vraiment prioriser les sujets dans une perspective de vision stratégique globale en lien avec les réglementations, mais au-delà de la réglementation, sur les différents sujets, pour pouvoir ensuite aller identifier potentiellement les écarts, là où vous devez renforcer vos politiques ou mettre en place des politiques, là où vous en êtes de vos actions, et commencer à préparer les différents jalons pour mettre en place les processus, les outils, l'organisation, qui vous permettre sereinement de vous préparer à l'ensemble de ces dimensions autour de la donnée, mais pas que, pour répondre à la fois aux réglementations, mais aussi aux attentes de parties prenantes, et pour vraiment pouvoir rendre l'entreprise compétitivité avec cette vision, encore une fois, d'une performance globale de l'entreprise. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus, parce que j'aimerais qu'on laisse du temps pour les éventuelles questions.
Oui, merci. De la même manière, je ne vais pas m'étendre davantage. On va prendre 5-6 minutes pour les questions qui vont suivre. Donc, vous l'aurez compris, SAP porte une offre qui ne cherche pas qu'à couvrir l'enjeu court terme reporting USG, mais bien anticiper l'ensemble des réglementations, mais ce, avec une même plateforme unifiée et qui viennent intégrer l'ensemble de ces cas d'usage et notamment qui vient les déporter sur l'ensemble des fonctions de métier qui sont déjà outillées par SAP. En fait. Si vous avez un ERP SAP aujourd'hui, la bonne chose à faire, c'est de vous insérer, de travailler avec les équipes IT qui portent l'éventuel projet de transformation ERP qui est très probablement dans les tuyaux puisqu'on est en train de migrer tous nos clients, notamment ETI, vers le cloud, pour vous assurer que la question de la durabilité et toutes ces échéances qui sont à venir sont bien anticipées dans le cadrage ERP qui est fait, puisque c'est une opportunité pour la fonction RSE d'aller s'automatiser en grande partie et d'aller répartir les enjeux de durabilité sur l'ensemble des fonctions de métier et sur l'ensemble des applicatifs qui font partie d'une couverture ERP traditionnelle. Donc voilà, il nous reste, je pense, 5 minutes pour des questions éventuelles. Et puis, bien sûr, petite précision avant de prendre les questions, il y a donc 2 micros, c'est un peu intimidant, mais si vous voulez venir poser des questions, vous pouvez vous lever et aller sur les différents micros. On en a un aussi qu'on peut faire circuler dans la salle s'il n'est pas facile pour vous de circuler. Et puis, on est donc sur le stand SAP, vous pouvez nous retrouver si vous avez des questions complémentaires. Et donc, au 3e étage, stand 87. Bonjour, Hélène Telon, je suis la fondatrice du cabinet Ginko 21, ACV Éco-Conception. On a beaucoup parlé de carbone et ça m'intéresserait de savoir si dans SAP vous prévoyez aussi le calcul des autres flux de l'ACV. Et j'ai une deuxième question sur le scope 3. On a parlé essentiellement de l'amont. Est-ce que vous vous intéressez aussi à un scope 3 étendu à l'aval ? Très bien, merci pour la question. Oui, effectivement, alors c'est assez récent hein, d'ailleurs dans cet outil, mais la vision que je partageais en termes de maille et de granularité vient depuis ce mois d'octobre d'être aussi ouverte à toute catégorie d'impact environnemental dans l'outil. La problématique qui est rencontrée, c'est que pour le coup, la maturité en termes de données disponibles à cette maille-là n'est pas encore là. Simplement, on a la structure pour pouvoir établir des calculs aussi granulaire que sur le carbone, sur ces autres enjeux, usage des sols, consommation d'eau, etc. La problématique étant la donnée disponible. Mais en utilisant des facteurs moyennés, on sait quand même produire des résultats dans ce contexte-là de cette application très granulaire. Et sur la question Scope 3, évidemment, on s'intéresse aussi à l'aval. Maintenant, on voit que l'enjeu et la pression, elle est surtout sur l'amont et sur le Scope 3 contrôlé. Après, il y a toute la partie design éco-conception sur des produits qui auraient un impact important sur l'usage produits vendus. Maintenant, c'est moins notre priorité puisque ça, c'est plus quelque chose qui se gère dans des outils PLM et de design, de conception produit, qui est moins le cœur de métier ERP. Oui, bonjour. Aussi, question sur la partie SAP. Sur le carbone, vous disiez que vous utilisez un certain nombre de flux existants, on va dire physiques, pour faire vos estimations. Et après, vous le reliez au financier. Est-ce que votre produit permet déjà ou permettra d'intégrer éventuellement les éléments de la facture, puisqu'on a certains acteurs qui indiquent le CO2 sur leur facture, à la fois en amont pour l'intégrer et puis également potentiellement pour soi-même le restituer en aval pour les acteurs qui voudraient intégrer cette information dans les factures qu'ils font? Oui, alors en l'occurrence, les factures, c'est plutôt donc un sujet ERP, mais l'intelligence artificielle et l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'ERP va permettre de faciliter ce type de ce qu'on appelait avant l'OCR, donc la reconnaissance de la lecture de factures automatisée, mais là, cette fois par IA, qui va aller piocher des points de données. Donc, on pourrait tout à fait configurer un flux ERP dans lequel la donnée kilowattheure ou la donnée émission facteur est un attribut spécifique. Et ça, ensuite, dans notre outil de calcul carbone, c'est un point de données qu'on sait récupérer. Mais c'est plus une étape de configuration ERP, en l'occurrence, qui est possible aujourd'hui en standard, mais qui est à prendre en compte dans un cadrage d'évolution de l'ERP. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de vous insérer, vous, en tant que responsable métier RSE, dans les discussions de cadrage ERP, refonte ERP qui peuvent être en cours dans vos entreprises respectives. On a éventuellement le temps d'une dernière question, si on a une. Autrement, on peut se retrouver donc au stand SAP, au 3e étage, stand 87. Très bien, je pense qu'on... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne journée. Bonne journée.